Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le camp de concentration de Bergen-Belsen devint un enfer indescriptible. Plus de 13 000 cadavres non enterrés, 60 000 prisonniers abandonnés à leur sort, condamnés à mourir de faim et de maladie. Et au milieu de ce chaos, un groupe de femmes non seulement observa, mais fut directement responsable de la brutalité. Quand les forces britanniques libérèrent le camp, ce qu'elles trouvèrent dépassa l'entendement. Mais ce qui les surprit le plus fut la présence des gardiennes SS. Irma Grese, Elisabeth Folkenrath et Johanna Bormann. Qu'est-ce qui amena ces femmes à devenir les bourreaux de Bergen-Belsen? Comment purent-elles marcher parmi les morts sans l'ombre d'un remords? Ce qui se produisit plus tard au procès changerait à jamais la façon dont le monde percevait l'horreur de l'Holocauste. Mais payèrent-elles vraiment pour leurs crimes? L'architecture de l'abandon Bergen-Belsen et la mort par négligence Bergen-Belsen représentait un mode distinctif dans le système des camps de concentration nazis. Établi en 1940 comme camp pour prisonniers de guerre, il évolua en complexité mortelle quand la SS assuma un contrôle partiel en 1943. Là, sa structure tripartite divisée entre la section pour prisonniers de guerre, le camp résidentiel et le camp de prisonniers permit à l'administration nazie de séparer méticuleusement ses victimes selon des critères ethniques, nationaux et politiques. Contrairement à Auschwitz, Bergen-Belsen manquait de chambres à gaz, développant plutôt son propre mécanisme mortel, la mort par négligence systématique. Le camp connut un surpeuplement catastrophique à partir de 1944, quand Joseph Kramer, plus tard connu comme la bête de Bergen-Belsen, prit le commandement. Sous son administration, la population augmenta exponentiellement, se multipliant par 10 en moins d'un an. Ce surpeuplement généra des conditions dans lesquelles la famine, la tuberculose, le typhus et la dysenterie devinrent les vrais bourreaux. L'abandon planifié atteignit son apogée dans les mois précédant la libération. Le camp conçu pour loger 10 000 détenus en vint à contenir plus de 60 000. Les survivants décrivirent un espace où vie et mort coexistaient sur une frontière floue. Des prisonniers trop faibles pour bouger partageaient des espaces avec des cadavres, certains morts seulement quelques jours auparavant. L'administration nazie avait méthodiquement réduit les rations alimentaires, tandis que les cas de maladie se multipliaient de façon incontrôlable. Quand les forces britanniques et canadiennes approchèrent de Bergen-Belsen en avril 1945, Heinrich Himmler prit une décision calculée. Il remettrait le camp sans résistance. Cette décision ne découlait pas de principes humanitaires, mais de l'intention pragmatique d'éviter une résistance futile alors que la défaite allemande devenait imminente. Le 11 avril, les troupes alliées établirent une zone neutre autour du camp. Ce qui surprit les libérateurs ne fut pas seulement l'ampleur de l'horreur, mais aussi la présence de nombreux gardiens SS, incluant Kramer lui-même, qui prétendait rester là pour maintenir l'ordre. Cette déclaration était grotesque à la lumière de la scène qui accueillit les soldats britanniques à leur entrée. Plus de 13 000 cadavres non enterrés et près de 60 000 prisonniers en état critique, beaucoup mourant de famine et de maladie. Les captifs avaient été abandonnés pendant des jours sans nourriture ni eau, avec un taux de mortalité quotidien de 500 personnes. Un correspondant de la BBC transmit son témoignage au Monde. Ici, sur plus d'un acre de terrain, gisent les morts et les mourants. On ne peut distinguer qui est qui. Les vivants reposent la tête contre les cadavres. Et tout autour d'eux, la terrible procession fantomatique de gens émaciés se déplace sans but, sans espoir de vie, incapables de s'écarter de votre chemin, incapables de détourner le regard des terribles spectacles qui les entourent. Ici, des bébés naissent, petites choses flétries qui ne peuvent vivre. Une mère rendue folle cria à une sentinelle britannique de donner du lait à son enfant, et il mit la petite créature dans ses bras. Puis elle s'enfuit en pleurant terriblement. Il débana le paquet et découvrit que le bébé était mort depuis des jours. Ce jour à Bergen-Belsen fut le plus horrible de ma vie. La réponse britannique fut immédiate mais complexe. Ils initièrent des opérations médicales pour les survivants, tout en forçant les gardiens SS à enterrer les morts. Cependant, le chaos initial permit des règlements de compte spontanés. Certains prisonniers attaquèrent leurs anciens tortionnaires, tandis que certains gardiens SS tirèrent sur des prisonniers tentant d'accéder aux réserves de nourriture. Face à l'épidémie de typhus, les Britanniques prirent les mesures drastiques. Les survivants furent transférés dans des installations sanitaires et désinfectées, tandis que le camp original fut incendié en utilisant des chars lance-flammes pour éradiquer les foyers infectieux. Ces efforts pour préserver la vie coexistaient avec une question inévitable. Quel genre de personnes auraient pu perpétrer de telles atrocités? La réponse commença à prendre forme quand les enquêteurs identifièrent environ 500 personnes qui avaient travaillé à Bergen-Belsen. De ce groupe, 45 gardiens et anciens employés seraient traduits en justice du 17
17 septembre au 17 novembre 1945, ce qui choqua le monde fut de découvrir que parmi ces accusés se trouvaient plusieurs jeunes femmes dont les noms passeraient à l'histoire pour leur extraordinaire cruauté. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, fouesses du Reich, l'ascension des gardiennes SS et leur impiété cruelle. Le système des camps de concentration nazis ne recruta pas seulement des hommes pour implémenter sa machinerie de mort. Des centaines de femmes servirent comme gardiennes dans les camps pour prisonnières, jouant un rôle fondamental dans le mécanisme de l'Holocauste. Parmi elles, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann gagnèrent une notoriété pour leur cruauté exceptionnelle qui les mena ultimement à la potence en décembre 1945. Irma Grese naquit le 7 octobre 1923 dans une grande famille d'une zone rurale d'Allemagne. Son enfance fut marquée par la tragédie quand à l'âge de 13 ans, sa mère se suicida en ingérant de l'acide chlorhydrique après avoir découvert l'infidélité de son mari. Cette perte traumatique coïncida avec la montée du nazisme, fournissant à la jeune Irma un système de valeurs alternatifs à un moment de profonde vulnérabilité émotionnelle. Avant d'atteindre l'âge de 15 ans, elle quitta l'école et travailla brièvement comme infirmière auxiliaire dans un sanatorium pour soldats SS. Bien qu'elle exprimât son intérêt à rejoindre l'association des filles allemandes, BDM, l'organisation de jeunesse féminine du parti nazi, son père s'y opposa fortement. Ce rejet paternel intensifia sa détermination à trouver l'indépendance dans le système nazi, se distançant délibérément de sa famille. Les ambitions de Grese se matérialisèrent quand, avant d'atteindre l'âge de 18 ans, elle fut envoyée à Ravensbrück, un camp de concentration exclusivement féminin, où sa transformation commença. Là, elle travailla initialement comme volontaire, un détail significatif qui contredit le récit ultérieur de coercition. Ce camp fonctionnait comme centre d'entraînement pour gardiennes SS et Grese démontra une adaptation exceptionnelle à l'environnement. En 1942, à peine 19 ans, elle fut promue superviseuse. 16 supérieurs reconnurent en elle non seulement l'efficacité, mais aussi une conviction idéologique exceptionnelle. Grese avait complètement internalisé la propagande nazie, considérant que la République de Weimar avait saigné l'Allemagne à blanc et que le national-socialisme représentait le salut pour sa nation. Elisabeth Volkenrath, née Elisabeth Müller, venait d'un milieu similaire. Fille d'un travailleur forestier, elle grandit dans une grande famille. Après avoir complété son éducation de base, elle travailla comme nounou et cuisinière entre 1933 et mai 1938, devenant plus tard coiffeuse. L'attraction idéologique de Volkenrath pour le nazisme ne découlait pas d'un traumatisme familial, mais d'une susceptibilité graduelle à la propagande du régime, qui offrait une vision d'ordre et de but en des temps turbulents. En octobre 1941, à l'âge de 22 ans, Volkenrath s'enrôla volontairement dans le corps auxiliaire féminin de la SS. Elle fut initialement assignée à Ravensbrück sous le commandement de Dorothea Binz, où elle apprit les techniques de surveillance et de contrôle. Comme Grese, elle choisit consciemment cette voie professionnelle, demandant en mars 1942 un transfert à Auschwitz, un camp avec de plus grandes perspectives pour ceux souhaitant s'élever dans la hiérarchie des camps de concentration. Johanna Bormann présentait un profil distinctif. Née le 10 septembre 1893 à Birkenwerder, Prusse-Orientale, elle était considérablement plus âgée que ses pairs quand elle entra dans le système des camps en mars 1938 à l'âge de 45 ans. Sa jeunesse se déroula dans un monde antérieur au nazisme, et elle développa initialement des inclinations religieuses, s'engageant même dans le travail missionnaire. Cette piété apparente contrastait brutalement avec son comportement ultérieur dans les camps. Bormann ne rejoignit pas la SS par conviction idéologique, mais pour des raisons économiques. Elle commença comme employée civile dans les cuisines de Lichtenburg, le premier camp de concentration féminin, et fut plus tard transférée à Ravensbrück, quand le premier changea de fonction. Contrairement aux plus jeunes Grese et Volkenrath, Bormann n'avait pas été moulée depuis l'adolescence par l'endoctrinement nazi. Pourtant, elle développerait une brutalité comparable, démontrant comment le système des camps de concentration pouvait transformer même des individus dont l'éducation semblait fondée sur des valeurs apparemment opposées à la cruauté. Les chemins de ces trois femmes convergèrent à Auschwitz-Birkenau en 1943. À ce moment-là, Grese y avait été transférée après avoir impressionné ses supérieurs, s'élevant rapidement dans la hiérarchie. Son père avait coupé les liens avec elle, l'expulsant du foyer après avoir appris son travail dans la SS. Cette rupture familiale intensifia possiblement son immersion dans l'identité de gardienne, où elle trouva non seulement l'indépendance économique, mais aussi un sentiment d'appartenance et de pouvoir. Volkenrath fut aussi transférée à Auschwitz, travaillant initialement dans l'atelier de couture pour prisonnières,
avant de passer à la zone féminine de Birkenau. Après une interruption due à la maladie, ironiquement, elle contracta le typhus, la même maladie qui affligeait les prisonnières à cause des conditions qu'elle aidait à imposer, elle revint superviser le bureau des colis et correspondances, une position qui lui accordait le contrôle sur des ressources vitales pour les détenus. Bormann arriva à Auschwitz-Birkenau en mai 1943, initialement assigné au commando de travail externe, avant d'assumer des fonctions dans le camp. Pour les 3 femmes, Auschwitz représenta une intensification de leur participation à l'Holocauste. Là, elles ne gardaient pas seulement les prisonnières, elles participaient activement aux sélections qui envoyaient femmes et enfants directement aux chambres à gaz. Quand l'armée rouge avança vers la Pologne en 1945, ces gardiennes furent transférées à Bergen-Belsen, où elles continuèrent leur service sous le commandement de Joseph Kramer. Le Camp souffrait alors d'un surpeuplement extrême, avec des ressources qui s'amenuisaient et des épidémies mortelles. Dans ce contexte chaotique pendant les derniers mois de la guerre, la brutalité de ces femmes ne diminua pas, mais trouva de nouvelles formes d'expression. La progression de ces 3 femmes dans le système des camps de concentration reflète non seulement leurs adaptations personnelles, mais aussi comment le régime nazi normalisa les comportements extrêmes, transformant des citoyens ordinaires en bourreaux. Leur histoire contredit la notion que la participation féminine aux crimes nazis était simplement périphérique ou forcée. Elles choisirent leur position, cherchèrent des promotions et développèrent des méthodes personnelles de cruauté qui les distingueraient même dans un système fondé sur la déshumanisation systématique. Le sadisme comme méthode, cruauté personnalisée dans les camps. La brutalité exercée par Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann transcendait les paramètres usuels de cruauté dans le système déjà inhumain des camps de concentration nazis. Leur méthode révélait non seulement l'efficacité dans l'exécution des ordres, mais aussi une innovation personnelle dans l'administration de la souffrance qui terrifia des milliers de prisonnières. Grese, surnommée la Belle Bête ou la hyène d'Auschwitz, développa un répertoire de cruauté distinctive qui combinait violence physique et torture psychologique. Les témoignages de survivantes révèlent que Grese, alors âgée de 20 ans à peine, montrait un plaisir évident dans la souffrance d'autrui. Elle participait régulièrement aux sélections à Auschwitz-Birkenau, où elle déterminait qui serait envoyé immédiatement aux chambres à gaz. Les témoins affirmèrent qu'elle sélectionnait délibérément de belles femmes pour mourir, apparemment motivée par la jalousie. L'utilisation d'animaux comme outils de terreur caractérisait sa méthode. Grese entraîna spécifiquement un berger allemand à attaquer les prisonnières. Les témoignages décrivent comment elle ordonnait à l'animal de déchirer les victimes, regardant avec satisfaction le chien mutiler des femmes affaiblies. Elle complétait ses attaques canines par des coups personnels utilisant des fouets et des bottes au bout renforcé pour maximiser les dégâts. Son sadisme acquit aussi des dimensions sexuelles. Pendant les procès, il fut révélé que Grese maintenait des relations avec des officiers SS, tout en exerçant un pouvoir absolu sur les prisonnières, dont certaines furent forcées de satisfaire ses caprices ou ceux de ses amants. L'intersection du pouvoir, de la violence et de la sexualité dans son comportement représentait une manifestation particulièrement troublante de la déshumanisation systématique. Elisabeth Volkenrath, bien que moins publiquement connue que Grese, exerçait une terreur également méthodique. Sa position de superviseuse principale de la zone féminine à Auschwitz lui accordait une autorité extraordinaire. Vera Fischer, une survivante, témoigna que Volkenrath la battit si sévèrement qu'elle nécessita 3 semaines d'hospitalisation. D'autres témoins affirmèrent l'avoir vue à environ 80 occasions battre des prisonnières jusqu'à l'inconscience avec un bâton de caoutchouc. Le cas d'Helena Copper illustre la cruauté calculée de Volkenrath. Accusée de porter une bague et un médaillon, Helena fut forcée de courir derrière une bicyclette jusqu'au quartier général SS où Volkenrath la battit avec un bâton de caoutchouc, puis l'enferma dans un sous-sol avec du pain et de l'eau tous les 3 jours. Plus tard, elle fut forcée de travailler à nettoyer les latrines, où elle contracta le typhus. Volkenrath développa des formes spécifiques de punition collective en implémentant les soi-disant sports, exercices épuisants que les prisonnières devraient effectuer comme forme de punition de groupe. Ces exercices effectués par des femmes malnutries et malades résultaient fréquemment en mort par épuisement. À une occasion, après avoir découvert une prisonnière malade mangeant des légumes, elle la força à s'agenouiller tout en tenant les produits volés au-dessus de sa tête pendant 4 heures. Quand la femme ne put plus garder ses bras levés, elle la battit jusqu'à l'inconscience, lui interdisant de recevoir de l'aide jusqu'à la tombée de la nuit. Johanna Bormann, connue comme la femme au chien ou la belette d'Auschwitz, représente un cas particulièrement troublant de métamorphose morale. Ayant été une femme religieuse dans sa jeunesse, elle développa dans les camps une fascination pour la souffrance d'autrui,
qui contredisait complètement ses valeurs antérieures supposées. Bormann excellait dans l'utilisation d'animaux comme instrument de torture. Les témoignages décrivent comment son berger allemand devint une extension de sa volonté punitive pendant une marche de retour à Auschwitz. Elle ordonna à l'animal d'attaquer une prisonnière avec une jambe enflammée qui ne pouvait suivre le rythme. Le chien déchira littéralement la femme et elle fut évacuée sur une civière, présumément pour mourir. Dans un autre incident, Bormann jeta une prisonnière au sol en l'agrippant par les cheveux, permettant à son chien de la mordre si sévèrement qu'elle saigna abondamment. Plus tard, elle envoya la femme au bloc 25, l'antichambre des chambres à gaz. Sa collaboration avec Joseph Mengele, l'infâme ange de la mort, incluait la sélection de prisonniers pour ses expériences médicales, ajoutant une autre dimension à sa complicité dans l'horreur. Quand ces 3 femmes furent transférées à Bergen-Belsen au début de 1945, les conditions dans le camp s'étaient détériorées à des niveaux catastrophiques, avec approximativement 60 000 prisonniers entassés dans des installations conçues pour 10 000 et avec des épidémies de tuberculose, typhus et dysenterie décimant la population. L'environnement fournit de nouvelles opportunités pour la cruauté. À Belsen, où il n'y avait pas de chambre à gaz, la mort opérait principalement par la famine et la maladie. Les 3 gardiennes adaptèrent leur méthode à ces circonstances. Les témoins affirmèrent que Grez continuait à tirer arbitrairement sur les prisonnières, tandis que Volkenrath maintenait son régime de coups-l'étau. Bormann persista à utiliser son chien pour terroriser les détenus déjà affaiblis. Un aspect particulièrement troublant du comportement de ces femmes était leur persistance dans la cruauté. Même quand la défaite allemande était imminente, contrairement à beaucoup de gardiens qui fuyaient avant l'avancée alliée, elles restèrent à Belsen jusqu'à la libération, continuant leur mauvais traitement, bien qu'elles sachent qu'elles seraient bientôt capturées. Cette persistance suggère une identification profonde avec leur rôle de tortionnaire, au-delà du simple fait de suivre les ordres ou de craindre des représailles pour désertion. La dimension psychologique de la terreur qu'elles imposaient mérite une considération spéciale. Elles n'infligeaient pas seulement des souffrances physiques, mais cultivaient aussi une atmosphère d'imprévisibilité et de peur constante. Grez sifflait souvent doucement en marchant dans le camp. Un son apparemment innocent qui terrifiait les prisonnières, qui savait qu'il précédait des actes de violence arbitraire. Volkenrath développa une expression faciale impassible pendant qu'elle administrait des coups létaux, créant un contraste psychologiquement dévastateur. Bormann utilisait la peur de son chien comme outil de contrôle, même quand l'animal n'était pas présent. Le comportement de ces 3 femmes représentait non seulement l'implémentation de politiques génocidaires, mais une interprétation personnelle qui dépassait les exigences du système. Leurs actions révèlent comment l'environnement du camp de concentration non seulement permettait mais incitait la manifestation d'impulsions sadiques, transformant des individus ordinaires en architectes de souffrance individualisées, chacune développant une marque personnelle de cruauté qui les distinguerait même dans le contexte d'atrocités généralisées. Parmi les morts, la chute des gardiennes de Belsen. La libération de Bergen-Belsen ne suivit pas le schéma habituel des autres camps de concentration. Au lieu d'une entrée combative ou d'une occupation surprise, une étrange transition négociée survint le 11 avril 1945. Heinrich Himmler, anticipant la défaite inévitable, autorisa la reddition du camp sans résistance. Cette décision pragmatique créa un scénario inhabituel. Les gardes SS, incluant Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, restèrent dans le camp pendant l'arrivée des forces britanniques et canadiennes. Quand les troupes alliées établirent une zone neutre autour de Belsen, elles trouvèrent une situation déconcertante. Joseph Kramer, le commandant du camp, non seulement était encore présent, mais se présenta aussi aux officiers britanniques, prétendant qu'il était resté là pour maintenir l'ordre. Cette déclaration paraissait grotesque à la lumière du chaos humanitaire absolu régnant dans le camp. Les 3 gardiennes suivant cet exemple n'avaient pas fui non plus. Cette décision de rester suggère diverses interprétations. Peut-être croyaient-elles qu'elles pouvaient diluer leur responsabilité dans la complexité administrative. Peut-être pensaient-elles que fuir impliquerait un aveu de culpabilité. Ou possiblement déconnectées de la réalité externe, elles n'anticipaient pas l'ampleur des conséquences. Le lieutenant-colonel Mervyn Wilkes Gonin, un des premiers officiers britanniques à entrer à Belsen, documenta le moment de la rencontre avec les gardes. Nous trouvâmes le commandant du camp et son personnel encore à leur poste. Ils semblaient considérer qu'ils avaient fait un bon travail dans des circonstances difficiles et s'attendaient à ce que nous apprécions leurs efforts. Ils furent visiblement choqués quand nous les plaçâmes en arrestation. Le 15 avril, quand les Britanniques entrèrent pleinement à Bergen-Belsen, ils rencontrèrent une scène qui défiait la compréhension humaine.
Plus de 13 000 cadavres non enterrés éparpillés sur le terrain ou empilés près des baraquements. Approximativement 60 000 prisonniers dans divers états de famine et maladie, beaucoup trop faibles pour bouger. Installations sanitaires effondrées et épidémies de typhus, tuberculose et dysenterie se répandant de manière incontrôlable. Le bilan quotidien des morts atteignait 500 personnes. Dans ce scénario apocalyptique, identifier les gardiennes ne fut pas difficile. Les survivants, avec assez de force, pointèrent immédiatement les 3 femmes, racontant leur cruauté aux soldats britanniques. Irma Grese, particulièrement reconnaissable par sa jeunesse et son apparence, fut identifiée par de multiples prisonniers. Un survivant se rappela. Nous la reconnûmes immédiatement. Il est impossible d'oublier ce visage, souriant en sélectionnant qui vivrait et qui mourrait. Elisabeth Volkenrath tenta initialement de se fondre parmi les prisonniers, changeant son uniforme pour des vêtements civils. Cependant, elle fut rapidement identifiée par des survivants de la section féminine d'Auschwitz, qui se souvenaient vivement de la superviseure qui avait ordonné d'innombrables coups. Johanna Bormann, avec une apparence plus quelconque, mais reconnaissable à ceux qui avaient souffert des attaques de son chien, fut similairement identifiée. Les 3 femmes furent arrêtées avec 42 autres membres du personnel de Belsen. Les autorités britanniques implémentèrent une forme de justice poétique immédiate. Elles forcèrent les gardes capturés, incluant les 3 femmes, à participer à l'enlèvement et l'enterrement des milliers de cadavres éparpillés dans le camp. Cette tâche macabre menée sous supervision militaire exposa les auteurs aux résultats tangibles de leurs actions et négligences. Les photographies historiques montrent Grèce avec une expression tendue mais impassible, portant des corps avec d'autres gardes. Elisabeth Volkenrath apparaît sur d'autres images chargeant des cadavres dans des fosses communes creusées par des bulldozers britanniques. Johanna Bormann, visiblement plus âgée que ses compagnes, fut photographiée traînant des restes humains sous le regard de soldats armés. Cette rencontre forcée, avec les conséquences directes de leurs actions, généra diverses réactions. Selon les témoignages de soldats britanniques, Grèce maintint une attitude défiant, même pendant cette tâche, montrant peu de remords. Un officier britannique déclara qu'elle manipulait les corps avec dédain évident, comme s'ils étaient des objets inanimés. Volkenrath exhiba plus de détresse physique, vomissant pendant le travail, tandis que Bormann travaillait mécaniquement avec une expression impénétrable. La capture et ses actes initiaux de justice provisoire furent largement documentés. Les journalistes et caméramans militaires enregistrèrent ces moments, créant certaines des images les plus emblématiques de la fin de l'Holocauste, les auteurs littéralement confrontés aux conséquences de leurs crimes. Ces images commencèrent à circuler internationalement, provoquant un choc public face à l'implication de femmes dans des atrocités que beaucoup avaient exclusivement associées à la brutalité masculine. Richard Dimbleby, le correspondant de la BBC qui entra avec les forces britanniques, exprima l'impact de voir ces gardiennes. Parmi les auteurs, il y avait de jeunes femmes, certaines qui auraient pu passer pour des infirmières par leur apparence, mais qui avaient participé à des crimes indescriptibles. Voir ces femmes que n'importe qui aurait pu rencontrer dans une rue européenne entourées des résultats de leur travail créa une dissonance impossible à réconcilier. Pendant les interrogatoires préliminaires, les 3 femmes adoptèrent des stratégies défensives, qu'elles maintiendraient pendant leur procès. Grèce nia initialement toute participation aux sélections pour les chambres à gaz, prétendant qu'elle accomplissait seulement des devoirs administratifs. Volkenrath arguant qu'elle ignorait le sort des prisonniers sélectionnés, insistant qu'elle n'avait jamais su concernant les chambres à gaz. Bormann nie avoir ordonné à son chien d'attaquer des prisonniers, déclarant que l'animal était simplement un animal domestique, non dressé, non destiné à l'agression. Ces dénégations contrastaient fortement avec les témoignages cohérents des survivants, certains desquels fournirent des détails méticuleux sur des incidents spécifiques de cruauté. Les autorités britanniques collectèrent systématiquement ces déclarations, construisant graduellement des dossiers détaillés contre chacune des accusées. Après les opérations de nettoyage et enquêtes initiales, les 3 femmes furent transférées avec 42 autres membres du personnel de Belsen vers une prison militaire. Pendant ce temps, le camp Bergen-Belsen, considéré comme un foyer infectieux irrémédiable, fut incendié par des chars lance-flammes britanniques, effaçant les structures physiques, mais pas l'évidence de ce qui s'était produit. La capture et identification de Grèce, Volkenrath et Bormann représentèrent un moment pivot dans l'histoire de la justice internationale. Pour la première fois, des femmes auteurs de crimes contre l'humanité seraient jugées au même niveau que leurs homologues masculins.
établissant un précédent pour la responsabilité individuelle indépendamment du genre. L'image de 3 femmes parmi des montagnes de cadavres défia les narratifs simplistes sur la nature du mal et le rôle des femmes dans les atrocités systématiques. Sur le banc d'horreur, le procès Belsen et la fin des femmes gardes. Entre le 17 septembre et le 17 novembre 1945, la petite ville allemande de Lüneburg devint le cadre d'un processus judiciaire sans précédent. Le procès Belsen, officiellement intitulé le procès de Joseph Kramer et 44 autres accusés, marqua la première occasion où des femmes furent systématiquement jugées pour crimes contre l'humanité. Le tribunal militaire britannique, présidé par le général de brigade H.P.M. Berney Ficklin, fut établi sous les provisions du décret royal pour le jugement des criminels de guerre. L'acte d'accusation fut structuré autour de 2 charges principales: crimes commis à Bergen-Belsen et crimes perpétrés à Auschwitz-Birkenau. Cette double juridiction permit aux accusés d'être poursuivis pour des actes accomplis sur territoire polonais. Le procès se déroula sur 54 jours d'audience pendant lesquels preuves documentaires et témoignages de survivants furent présentés. Les preuves les plus choquantes furent les enregistrements filmés réalisés par l'armée britannique pendant la libération de Belsen, qui montraient des montagnes de cadavres et l'état critique des survivants. Ces images contrastaient dramatiquement avec l'apparence des 3 accusés qui se présentaient en vêtements soigneusement repassés. Irma Grese, représentée par le major LSW. Kronfeld adopta une stratégie défensive de déni partiel. Elle admit avoir battu des prisonniers, mais nia toute participation aux sélections pour les chambres à gaz. Sa défense tenta de la présenter comme une jeune femme naïve manipulée par le système. Cette caractérisation s'effondra face aux témoignages détaillés de survivants. Un témoin particulièrement frappant fut Helena Stein, qui déclara: « Je vis personnellement Grese tirer sur une prisonnière qui se tenait près des barbelés. » Un autre témoignage dévastateur vint d'Hélène Copper, qui décrivit comment Grese ordonna à son chien d'attaquer des prisonniers trop faibles pour travailler. Pendant son propre témoignage, Grese afficha une attitude qui oscillait entre arrogance et indifférence. Quand questionnée sur les sélections à Auschwitz, elle répondit avec des évasions calculées. Le procureur, colonel T.M. Backhaus, la confronta sur un incident spécifique où elle avait battu une prisonnière jusqu'à l'inconscience. Grese répliqua: « La discipline devait être maintenue. » Elisabeth Volkenrath, dont la défense fut gérée par le capitaine A.H. Champion, développa une stratégie similaire à celle de Grese, mais avec ses propres nuances. Elle admit être présente aux sélections à Auschwitz, mais nia connaître leur but. « Je n'ai jamais su concernant les chambres à gaz », déclara-t-elle, provoquant des murmures d'incrédulité parmi les survivants présents dans la salle. Le témoignage le plus dévastateur contre Volkenrath vint de Doris Safran, qui décrivit comment l'accusé avait battu une femme âgée à mort, incapable de rester debout pendant un appel prolongé. Elle la traîna en bas des escaliers et la frappa répétitivement pendant qu'elle gisait immobile, déclara Safran. Pendant le contre-interrogatoire, Volkenrath nia l'incident, mais sa réponse mécanique manquait de conviction face aux témoignages détaillés de multiples témoins. Johanna Bormann, représentée par le major A. Monroe, adopta une stratégie défensive qui soulignait son âge et sa supposée impuissance dans le système. Sa défense tenta de la présenter comme une femme d'âge moyen solitaire, prise dans des circonstances impossibles, qui suivait simplement les ordres. Cette caractérisation contrastait dramatiquement avec les témoignages qui la décrivaient ordonnant à son chien de déchirer les prisonniers. Pendant son témoignage, Bormann admit posséder un chien à Auschwitz, mais insista qu'elle ne l'utilisa jamais contre les prisonniers. « C'était contre les règlements du camp », déclara-t-elle, « et j'aurais été punie pour cela. » Cette assertion était absurde dans un contexte où les plus grandes atrocités étaient précisément les règlements qui avaient été implémentés. Alexandra Siwidova offrit un témoignage vigoureux décrivant comment Bormann avait ordonné à son chien d'attaquer une prisonnière avec une jambe enflée pendant une marche, résultant en blessure fatale. Le procès présenta une difficulté additionnelle. Beaucoup de témoins cruciaux étaient éparpillés à travers l'Europe récupérant de leur captivité, tandis que d'autres étaient morts à cause des effets secondaires de leur internement. Malgré ces limitations, l'accusation britannique réussit à rassembler 54 témoins qui fournirent des témoignages cohérents et détaillés sur les actions des accusés. La presse internationale suivit le processus avec attention particulière aux 3 femmes accusées. Le Daily Express britannique décrivit Grese comme la belle bête, articulant la contradiction apparente entre sa jeunesse et attractivité physique et les atrocités qu'elle avait commises. La couverture médiatique soulignait fréquemment son âge, 22 ans au moment du procès, et son apparence, créant un narratif sur la nature du mal qui transcende les apparences. Un aspect notable du processus fut la réaction publique à la présence de femmes parmi les accusés.
Tandis que la participation masculine aux atrocités était interprétée dans les paradigmes établis de la violence de guerre, les femmes perpétratrices défiaient les conceptions enracinées sur la nature de la féminité. Les commentateurs contemporains exprimèrent un étonnement particulier au cas de Grèze, dont la jeunesse et le sexe semblaient incongruents avec sa cruauté systématique. Le 16 novembre 1945, après avoir délibéré sur les preuves étendues présentées, la Cour annonça ses verdicts. Grèze fut déclaré coupable de crimes commis à la fois à Bergen-Belsen et à Auschwitz. Elisabeth Volkenrath reçut un verdict identique. Johanna Bormann fut déclarée coupable uniquement de crimes perpétrés à Auschwitz, bien que cela fût suffisant pour justifier la peine maximale. Le jour suivant, le 17 novembre, les sentences furent prononcées. Joseph Kramer, le commandant de Belsen, et 10 subordonnés, incluant les 3 femmes, furent condamnés à mort. La sentence spécifia qu'ils seraient exécutés par pendaison, une méthode que les Britanniques considéraient appropriée pour les crimes de guerre, par opposition au peloton d'exécution réservé aux offenses militaires. La réaction des condamnés à la sentence fut révélatrice. Selon les rapports officiels, Irma Grèze maintint une attitude défiante, ne montrant aucun remords visible. Elisabeth Volkenrath reçut la nouvelle avec une incrédulité apparente. Johanna Bormann, selon un témoin, sembla se déconnecter de la réalité, comme si elle entrait dans un état de transe. Dans les jours suivants, Grèze fit appel de sa sentence en demandant un nouveau procès, un appel qui fut rejeté après une brève considération. La décision judiciaire établit un précédent significatif. Les femmes perpétratrices de crimes contre l'humanité seraient jugées selon les mêmes standards que leurs homologues masculins, sans facteurs atténuants basés sur le sexe. Les procès de Belsen représentèrent un moment décisif dans l'évolution de la justice internationale. Pour la première fois, un tribunal avait établi que la participation à un système génocidaire entraînait une responsabilité criminelle individuelle, indépendamment du sexe ou de l'âge du perpétrateur. Pour Irma Grèze, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, le processus judiciaire se conclut avec une certitude inévitable. Leur prochaine rencontre serait avec le bourreau à la prison de Hameln, les gibets de Hameln, Albert Pierrepoint, et la justice finale des bêtes du Reich. Le 13 décembre 1945, la vieille prison de Hameln, située en Basse-Saxe, Allemagne, devint le cadre d'un épisode extraordinaire dans l'histoire judiciaire, l'exécution de 3 femmes condamnées pour crimes contre l'humanité. Les autorités britanniques avaient préparé un bloc spécial dans la prison pour l'occasion, consistant en une rangée de petites cellules qui menaient à une chambre d'exécution au bout du couloir. Pour cette tâche sans précédent, les autorités britanniques convoquèrent Albert Pierrepoint, le bourreau officiel de la couronne britannique, renommé pour son professionnalisme et son efficacité. Pierrepoint, qui documenterait plus tard ses exécutions dans son autobiographie Bourreau Pierrepoint, avait voyagé en Allemagne spécifiquement pour exécuter les sentences rendues au procès de Belsen. La méthode choisie était la pendaison à chute longue, une technique britannique conçue pour causer une mort instantanée par fracture cervicale, minimisant ainsi la souffrance. Cette procédure nécessitait des calculs précis basés sur le poids et la constitution de chaque personne condamnée pour déterminer la longueur exacte de corde. Le jour avant les exécutions, Pierrepoint et son assistant, le sergent-major régimentaire Richard Anthony O'Neill, rencontrèrent chaque individu condamné pour prendre ses mesures anthropométriques. La rencontre avec Irma Grèze, documentée par Pierrepoint, s'avéra particulièrement frappante. Quand nous finîmes d'enregistrer les détails des hommes, le sergent-major O'Neill ordonna « Amenez Irma Grèze ». Elle sortit de sa cellule et marcha vers nous, riant. Elle ressemblait à une jeune fille aussi saine que quiconque pourrait souhaiter connaître. Elle répondit aux questions d'O'Neill, mais quand il lui demanda son âge, elle s'arrêta et sourit. Je réalisais que nous sourîmes tous les deux avec elle comme si nous comprenions la honte conventionnelle d'une femme en révélant son âge. Finalement, elle dit 21, ce que nous savions être correct. Cette interaction révèle la normalité troublante que Grèze projetait même à la veille de son exécution. Pierrepoint enregistra méticuleusement ses mesures, 1,65 m de hauteur et 68 kg de poids. Basé sur ces données, il calcula qu'elle nécessiterait une chute de 2,24 m pour assurer une mort instantanée. La rencontre avec Elisabeth Volkenrath se déroula de manière plus sobre. Contrairement à Grèze, Volkenrath ne montra aucune jovialité.
répondant aux questions en monosyllabes et évitant le contact visuel. Ces mesures, environ 1,62 m et 65 kg, permirent à Pierrepoint de calculer la chute nécessaire. Johanna Bormann présenta un contraste marqué avec ses compagnes plus jeunes. Pierrepoint la décrivit comme une femme qui boitait dans le couloir, paraissant vieille et hagarde. À 52 ans, significativement plus âgée que les autres condamnés, Bormann affichait des signes visibles de détresse. « Elle tremblait en montant sur la balance », écrivit Pierrepoint. Et elle dit en allemand « J'ai mes sentiments ». Cette déclaration, la seule que Pierrepoint enregistra de Bormann, révèle un rare moment de vulnérabilité humaine chez une femme qui avait montré peu de compassion envers ses victimes. Le matin du 13 décembre commença tôt pour les bourreaux. La logistique exigeait de la précision. 11 personnes devaient être exécutées ce jour-là, commençant par les 3 femmes individuellement, suivies par les hommes par paire. Les autorités britanniques avaient déterminé que les femmes devaient être exécutées en premier, possiblement pour minimiser l'attente agonisante pour les condamnés. À 9h34, Irma devint la première à faire face au gibet. Pierrepoint décrivit le moment avec une précision technique. Nous montâmes les escaliers vers les cellules où les condamnés attendaient. Un officier allemand à la porte menant au couloir l'ouvrit grand et nous passâmes le long de la rangée de visages et entrâmes dans la chambre d'exécution. Les officiers se tenaient au garde à vous. Le brigadier Patton Walsh avait sa montre bracelet levée. Il me donna le signal et un soupir de souffle relâché fut audible dans la chambre. Pierrepoint continua son récit. Je marchais dans le couloir. « Irma Grese » appelai-je. Les gardes allemands fermèrent rapidement tous les volets sur 12 des ports d'inspection et ouvrirent une porte. « Irma Grese sortit ». La cellule était trop petite pour que j'y entre. Alors je dus l'immobiliser dans le couloir. « Suivez-moi », dis-je en anglais, et O'Neill répéta l'ordre en allemand. Le moment culminant survint avec un timing précis. À 9h34, elle marcha vers la chambre d'exécution, regarda un moment les officiers l'entourant, puis marcha au centre de la trappe où j'avais marqué un endroit avec de la craie. Elle se tint fermement sur cette marque, et en plaçant la cagoule blanche sur sa tête, elle dit de sa voix langoureuse « Schnell, vite !» La trappe s'ouvrit et le médecin me suivit dans la fosse et la déclara morte. Ce dernier mot de Grace, Schnell, a été diversement interprété comme un signal de défi final, de résignation, ou même de considération pour ses exécuteurs. Quelle que soit son intention, cela représentait sa déclaration finale après une brève vie marquée par une cruauté extraordinaire. À 10h04, Elisabeth Volkenrath fut menée à la chambre d'exécution. Suivant la même procédure, Pierrepoint l'immobilisa et la guida vers la marque de craie sur la trappe. Contrairement à Grese, Volkenrath ne prononça aucun mot final enregistré. La trappe s'ouvrit, et après la chute calculée, elle mourut instantanément d'une fracture cervicale. À 26 ans, Volkenrath, qui avait grimpé d'apprentie coiffeuse à superviseur de camp de concentration en moins d'une décennie, conclut sa trajectoire sous la justice britannique. La dernière des 3 femmes, Johanna Bormann, fit face au gibet à 10h38. Pierrepoint nota qu'elle paraissait physiquement affaiblie, nécessitant une assistance pour gravir les marches de l'échafaud. À 52 ans, elle représentait un contraste marqué avec ses compagnes plus jeunes. L'exécution procéda selon le protocole établi et après confirmation médicale de sa mort, son corps fut retiré, en préparation des exécutions programmées des prisonniers masculins. Après avoir complété les exécutions des prisonnières, Pierrepoint procéda avec celles des condamnés masculins. Joseph Kramer, la bête de Belsen, fut exécuté avec le docteur Fritz Klein à 12h19. Les condamnés restants furent exécutés par paire jusqu'à ce que les 11 exécutions planifiées pour ce jour soient complétées. Une fois les décès confirmés, les corps furent placés dans des cercueils simples pour crémation. Les autorités britanniques, anticipant de possibles problèmes futurs, décidèrent qu'aucune tombe ne serait autorisée qui pourrait devenir des sites de pèlerinage pour les sympathisants nazis. Les cendres furent dispersées dans un lieu non révélé, probablement dans les installations pénitentiaires. La précision et le professionnalisme de Pierrepoint pendant cette procédure extraordinaire contribuèrent à établir un standard pour l'implémentation de la justice internationale. Son insistance sur la dignité du processus, même pour les perpétrateurs de crimes atroces, reflétait le principe que la justice, non la vengeance, était l'objectif des procédures. Les effets personnels des exécutés furent remis à leurs proches quand ceux-ci purent être localisés. Parmi les possessions d'Irma Grese, une quantité significative d'argent fut trouvée. Environ 440 Reichsmark en liquide et un livret bancaire avec un solde de 4400 Reichsmark. Cette somme était extraordinaire considérant qu'un ouvrier textile ordinaire gagnait environ 76 Reichsmark par mois,
témoignant des bénéfices matériels que Grèze avait obtenus de sa position. L'exécution de ces 3 femmes établit un précédent historique à plusieurs égards. Grèze, à seulement 22 ans, devint la plus jeune femme exécutée sous la loi britannique au XXe siècle. Les 3 représentèrent les seules femmes exécutées parmi tous les procès d'après-guerre conduits par la Grande-Bretagne, soulignant la sévérité exceptionnelle de leurs crimes, même dans le contexte d'atrocités répandues. La justice administrée à Hameln ce décembre de 1945 transcendait la simple rétribution individuelle. Elle représentait un principe émergent en droit international que la participation aux crimes contre l'humanité entraînait une responsabilité personnelle, indépendamment du sexe, de l'âge ou de la position hiérarchique. Pour les victimes qui survécurent aux horreurs d'Auschwitz et Bergen-Belsen, ces exécutions constituèrent non seulement une punition pour leurs tortionnaires, mais une reconnaissance formelle de la souffrance endurée. Au-delà des gibets, les visages cachés de l'extermination et la justice fragmentée. Bien que les exécutions d'Irma Grèze, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann aient reçu une attention particulière due au sexe des condamnés, ces 3 femmes ne représentaient qu'une fraction de la machinerie de mort implémentée à Bergen-Belsen et autres camps. Le même 13 décembre 1945, à la prison de Hameln, Albert Pierrepoint exécuta 8 hommes condamnés au procès de Belsen, complétant un total de 11 exécutions en un seul jour. Joseph Kramer, connu comme la bête de Belsen, mena cette liste de perpétrateurs masculins. Né à Munich dans une famille catholique de classe moyenne, Kramer incarnait le prototype d'un bureaucrate transformé en meurtrier génocidaire. Sa carrière illustrait la progression typique dans le système de camps de concentration. Il rejoignit le parti nazi en 1931 et les SS en 1932. Il travailla initialement comme garde à Dachau. Il s'éleva à des positions de plus grande responsabilité à Sachsenhausen et Mauthausen. Il servit comme assistant à Rudolf Höss à Auschwitz et il reçut finalement son propre commandement à Natzweiler-Struthof, un camp établi sur territoire français. Pendant son temps à Natzweiler, Kramer gaza personnellement 80 juifs sélectionnés pour la collection de squelettes juifs à l'Université du Reich à Strasbourg. Cet épisode, qu'il admit pendant son procès, démontra sa participation directe au meurtre plutôt qu'une simple supervision administrative. Dans son témoignage, il décrivit avec une précision troublante comment les victimes continuaient à respirer pendant environ une demi-minute avant de succomber au gaz. En mai 1944, Kramer fut transféré à Auschwitz-Birkenau comme commandant des opérations, supervisant le meurtre de dizaines de milliers dans les chambres à gaz. Son transfert à Bergen-Belsen en décembre 1944 coïncida avec l'effondrement administratif du camp dû au surpeuplement extrême. Tandis que le nombre de prisonniers augmenta de 7300 à plus de 60 000, Kramer présida aux conditions qui causaient entre 250 et 300 morts quotidiennes de maladies et famine. Pendant son procès, Kramer tenta de se présenter comme un administrateur submergé par des circonstances impossibles, niant toute responsabilité personnelle pour les conditions dans le camp. Cet argument s'effondra face aux preuves qu'il avait personnellement exécuté des prisonniers pour des infractions mineures, comme 2 détenus russes qu'il tira des jours avant la libération pour avoir collecté des pommes de terre pourries. Il fut exécuté avec le docteur Fritz Klein à 12h19. Fritz Klein représentait la perversion de la médecine au service du génocide. Né en 1888 dans ce qui est maintenant la Roumanie centrale, Klein étudia la médecine à Budapest avant de servir comme médecin militaire dans la Première Guerre mondiale. Après avoir diplômé, il pratiqua la médecine à Sibiu, Roumanie, jusqu'en 1943, quand il fut transféré au Waffen-SS comme médecin allemand ethnique. En décembre 1943, Klein arriva à Auschwitz comme médecin du camp pour la section féminine à Birkenau, et plus tard pour le camp désigné pour les Roms et familles juives mixtes. Sa fonction primaire était de conduire des sélections, déterminant quels prisonniers seraient envoyés aux chambres à gaz. Pendant son procès, il admit participer à ces sélections. « J'ai reçu l'ordre de diviser les sélections en 2 parties, ceux suffisamment aptes au travail et ceux qui ne l'étaient pas. » La perversion morale de Klein fut cristallisée dans sa déclaration infâme pendant le procès. « Mon serment d'Hippocrate me dit de couper un appendice gangréné du corps humain. Les Juifs sont l'appendice gangréné de l'humanité. » Cette phrase révéla la distorsion complète de l'éthique médicale qui permit aux professionnels comme Klein de réinterpréter le meurtre comme nettoyage social. Franz Hössler, exécuté peu après Kramer et Klein, avait suivi une trajectoire similaire à travers le système de camp.
Initialement garde et cuisinier à Dachau depuis 1933, Hössler fut transféré à Auschwitz en 1940, où il supervisa l'exécution de 575 prisonniers au centre d'euthanasie de Sonnenstein, et plus tard l'élimination de 168 survivants d'un soulèvement raté. Comme superviseur du camp féminin à Birkenau depuis 1943, Hössler perfectionna les techniques de tromperie pour les victimes destinées aux chambres à gaz. Il leur disait: « Ce n'est pas un centre de villégiature, mais un camp de travail. Il y a des opportunités pour chacun d'entre vous. Nous prendrons soin de votre santé et vous offrirons un travail bien payé. » Ce discours calculé, prononcé en sachant que les prisonniers seraient gazés minutes plus tard, illustrait la dimension psychologique de la machinerie génocidaire. Karl Franke et Hans Scharping, cuisiniers à Bergen-Belsen, représentaient un niveau différent de complicité. Bien que leur fonction principale fût la préparation de nourriture pour le personnel SS, tous deux furent condamnés pour avoir tiré sur des prisonniers qui tentaient de collecter les restes de nourriture. Ces meurtres, commis même à la veille de la libération, démontrèrent comment la brutalité imprégnait tous les niveaux du personnel du camp, même parmi ceux sans responsabilité de surveillance directe. Wilhelm Dörr, seulement âgé de 24 ans au moment de son exécution, incarna la radicalisation de la jeunesse allemande sous le nazisme. Membre des jeunesses hitlériennes avant de rejoindre les SS, Dörr supervisa une marche de la mort du sous-camp Klein-Bodungen vers Bergen-Belsen en avril 1945. Durant cette marche, approximativement 30 prisonniers furent exécutés d'épuisement ou pour tentative d'évasion. Les témoins prétendirent que Dörr tira personnellement sur plusieurs prisonniers pour avoir des pieds en mauvais état ou être trop malade pour continuer. Franz Stoffel, commandant du sous-camp Klein-Bodungen, partagea la responsabilité avec Dörr pour cette marche mortelle. Sa défense durant le procès, que les prisonniers recevaient des rations adéquates durant la marche, contrastait fortement avec les témoignages des survivants, décrivant une famine systématique et des exécutions sommaires sur un parcours d'approximativement 50 km. Ces 8 hommes, avec les 3 femmes exécutées le même jour, représentaient différentes facettes du système des camps de concentration. Administration, médecine, supervision, logistique et surveillance quotidienne. Leurs diverses fonctions illustrèrent comment le génocide nécessitait la participation sur plusieurs niveaux organisationnels, de la planification de haut niveau à l'implémentation directe. Il est important de noter que les 11 exécutions à Hameln représentèrent seulement une fraction de ceux condamnés lors des procès de Bergen-Belsen. 19 autres accusés reçurent des peines de prison allant d'1 an à la prison à vie. Parmi ceux-ci se trouvaient des femmes telles que Hertha Ehlert, condamné à 15 ans, Hildegard Blobauer qui reçut 10 ans et Hertha Both condamné à 10 ans mais libéré prématurément en 1951 durant une révision de sentence. Divers facteurs déterminèrent ces variations dans les sentences. Les preuves directes de participation au meurtre résultèrent généralement en une peine de mort. Tandis que la brutalité sans mort spécifiquement documentée mena typiquement à des termes de prison, la hiérarchie dans le camp joua aussi un rôle. Les figures d'autorité telles que Kramer ou Volkenrath firent face à plus de scrutin que les gardiens de rang inférieur. La différence entre ceux qui reçurent la peine de mort et ceux condamnés à la prison généra de la controverse alors et continue de provoquer des débats historiques. Les survivants comme Eva Olsen questionnèrent pourquoi des gardiens tels que Hertha Both, connus pour battre brutalement les prisonniers avec des bâtons en bois, furent finalement capables de se réintégrer dans la société. « Je l'ai vu battre une femme jusqu'à ce qu'elle soit presque morte », témoigna Olsen. « Pourquoi devrait-elle mériter de vivre quand tant d'innocents sont morts ?» La libération précoce de plusieurs individus condamnés durant les années 1950 refléta les priorités géopolitiques changeantes durant la guerre froide et le désir de normaliser les relations avec la République fédérale d'Allemagne nouvellement formée. Pour beaucoup de victimes, ces libérations représentèrent une justice incomplète, tandis que les partisans des condamnés argumentèrent que les sentences les plus sévères avaient été réservées pour des figures symboliques, pour satisfaire l'indignation publique. Les exécutés à Hameln représentèrent seulement la couche la plus visible de responsabilité pour les crimes à Bergen-Belsen. Des centaines de gardiens et de personnel administratif ne firent jamais face à un procès, ayant échappé durant les semaines finales chaotiques de la guerre. D'autres furent jugés dans des processus séparés selon leur nationalité ou les camps spécifiques où ils avaient opéré. Cette fragmentation judiciaire inévitable étant donné la portée transnationale des crimes signifiait que la responsabilité pour l'Holocauste fut adjugée de manière incomplète et inégale.
Néanmoins, les exécutions du 13 décembre 1945 marquèrent un moment pivot dans l'évolution de la justice internationale. Pour la première fois, des individus furent poursuivis non seulement pour des crimes de guerre conventionnels, mais pour participation à un système génocidaire. Les 11 personnes exécutées à Hameln payèrent le prix légal ultime pour leur implication. Pourtant, leur punition commença à peine à adresser l'échelle inconcevable du crime. Le meurtre systématique de millions.